Stop. 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 Had enough? Kick out mucus and quiet the cough with Mucinex 12-Hour DM for long-lasting cough and chest congestion relief. Buy Mucinex 12-Hour DM at your local retailer. Use as directed. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. « 2005. Un soir autour de 18h, dans un pub de Camden, au nord de Londres. Blake Fielder-Civil est accoudé au bar du Good Mixer. Il enchaîne les whiskies et les cigarettes, les yeux dans le vide. La lumière est tamisée, du rock passe à la radio. Et Blake semble être indifférent aux notes de musique qui résonnent. Blake Fielder-Civil est déprimé. Il lui manque quelque chose. L'amour, peut-être. Quoi qu'il en soit, il noie sa peine dans l'excès de boisson, seul, dans la pénombre du pub, aussi sombre que le chapeau noir vissé sur sa tête. À chaque fois qu'il entend la porte d'entrée s'ouvrir, il jette un coup d'œil furtif à la personne qui fait son apparition. C'est comme s'il attendait quelqu'un. Quelqu'un pour le sauver de sa solitude. Les courants d'air le font frissonner. Lui qui n'est vêtu que d'un débardeur blanc, couvrant à peine son torse tatoué. Lorsqu'une certaine Amy Winehouse fait immersion dans le pub et file droit vers le bar, il n'en croit pas ses yeux. Bien qu'il soit habitué à côtoyer des personnalités de tout genre via son métier d'assistant de production, il ne s'attendait pas à croiser un jour la chanteuse dans un contexte si informel. Amy Winehouse est impressionnante. Immense, fine, presque longiligne, coiffée d'un chignon haut et de mèches rebelles, elle s'élance vers une table au fond du pub. Quand la chanteuse passe devant le comptoir du pub pour aller se lever dans un coin discret de la pièce, elle croise le regard de Blake Fielder-Civil. Si ce dernier sait qui elle ne le connaît pas. Pas encore. Cela ne l'empêche pas de se sentir intrigué par sa présence. Il la fixe d'un regard si profond qu'elle est déstabilisée. Sa pinte de Guinness à la main, Amy Winehouse titube. Le regard noir, dont l'épais trait de Cole, n'adoucit en rien l'expression. Cela n'effraie pas Blake. Au contraire, il est attiré par les torturés, comme lui. Très vite, elle l'invite à partager sa débauche. Les verres défilent plus vite que les minutes. Un duo autodestructeur serait-il sur le point de prendre vie ? Vous écoutez À la folie pas du tout. Amy Winehouse et Blake Fielder-Civil. Amy Jade Winehouse naît le 14 septembre 1983 à Southgate, un quartier du nord de Londres, dans une famille de confession juive. Elle a un frère aîné, Alex. Dans le foyer familial, le jazz est omniprésent. Son père, Mitch Winehouse, est d'abord installateur de fenêtres, puis chauffeur de taxi, avant de se reconvertir en crooner et chanteur de jazz. Sa mère, Janice Seaton, née à Brooklyn, est pharmacienne. Bercée par les notes de Frank Sinatra chantées par son père et par les chansons de cabaret interprétées par sa grand-mère paternelle, la petite Amy aime aussi chanter, nuit et jour. Ses professeurs ne cessent de lui reprocher son manque de concentration.
Mais elle n'en a que faire. Elle deviendra chanteuse. Dès l'âge de 8 ans, Amy débute les cours de chant et de claquettes. Sa voix, déjà si singulière, est immédiatement reconnaissable parmi tant d'autres. À mesure que les années passent, elle est de plus en plus rauque, rugueuse, mais aussi chaleureuse. Son timbre vocal rappelle celui des chanteuses de soul et de jazz des années 50 et 60. Lorsqu'on l'écoute, l'émotion est palpable. Jusque-là, son enfance semble pleine de musique, d'amour et de promesses pour l'avenir. Point noir au tableau, les parents d'Amy ne s'entendent plus et l'équilibre familial se délite soudainement. Lorsqu'en 1992, Mitch et Janice se séparent. Amy et Alex s'en vont vivre avec leur mère et Amy vit très mal cette séparation avec son père. Son côté rebelle se confirme et l'enfant d'à peine 9 ans pousse des crises de colère de plus en plus fréquentes. Elle se plonge encore plus dans la musique et crée un groupe éphémère de rap dès l'âge de 10 ans, Sweet and Sour. Puis, elle continue de se former dans la musique et dans le théâtre. Amy est une artiste en herbe. Malheureusement, ses blessures l'empêchent de vivre une vie équilibrée. Lorsqu'elle a 14 ans, Amy est expulsée de l'école de théâtre. Elle a beau être passionnée, ses absences en classe sont de plus en plus fréquentes. Et quand elle se pointe en cours, sa tenue vestimentaire, notamment son piercing nasal, ne correspondent pas au règlement de l'école. Amy se sent seule. Retour en 2005, lorsqu'Amy Winehouse croise la route de Blake Filder-Civil. Tout de suite, Amy se sent comprise par le réalisateur. Il a l'air aussi torturé et blessé qu'elle, et étonnamment, ça la rassure. Et puis, elle doit bien reconnaître que son apparence d'artiste maudit n'est pas pour lui déplaire. À ce moment-là, Amy Winehouse n'est pas encore la légende qu'elle deviendra par la suite. Pour autant, le chant ne l'a pas quittée, et de rencontre en rencontre, de projet en projet, Amy sort son premier album en 2003, intitulé « Frank ». Le projet propose de nombreux titres aux influences jazz, et c'est la chanteuse elle-même qui signe l'écriture de ses propres textes, aussi intimes que puissants. Frank rencontre un grand succès, et est notamment certifié disque d'or en Angleterre près d'1 an après sa sortie. Malheureusement, le succès professionnel ne fait pas tout. La vie personnelle d'Amy Winehouse est loin d'être paisible, et encore moins idéale. La chanteuse est déjà connue pour ses apparitions nocturnes quotidiennes, au cours desquelles elle est vue complètement ivre, et avec, chaque soir, un homme différent à son bras. Amy Winehouse est considérée comme une ladette, expression apparue dans les années 90 qui désigne les femmes londoniennes libérées sur le plan festif, voire sexuel. On pourrait s'imaginer que son comportement fait fuir certains hommes. Mais étonnamment, tout cela plaît à Blake. Il aime son excentricité, son apparente confiance en elle. Amy Winehouse porte ses blessures et ne s'en cache pas. Le réalisateur se retrouve en elle. Soudainement, il ne se sent plus seul. Amy, également charmée, ne semble plus voir que lui. Cela faisait longtemps, très longtemps que son cœur n'avait pas été touché ainsi. C'est rare qu'une seule et même personne ait toute son attention. C'est aussi rare que Blake ait quelqu'un à ses côtés pour s'adonner à toutes sortes d'addictions. Lorsque les deux font la fête, soit très souvent, ils sont désormais deux à tituber. C'est avec une haleine alcoolisée et imprégnée de tabac ou de marijuana qu'ils s'embrassent maladroitement devant le petit pub de quartier, où ils se rencontrent pour la première fois. Amy tangue. Blake la retient tant bien que mal, comme cela peut lui arriver quand elle a trop forcé sur la boisson. Lorsque ses mains entourent sa taille frêle, il le sait, c'est la bonne. Pour Amy aussi, l'affaire est dans le sac. Enfin, elle a trouvé l'homme de sa vie.
1 mois après leur rencontre, Amy porte déjà le nom de son nouvel amant gravé dans sa chair. Blake est désormais tatoué au-dessus de son sein gauche. Lui aussi a l'air d'être fou d'elle. Les deux ne se quittent plus. Ils ont l'impression d'être faits l'un pour l'autre, passent leur soirée à s'amuser, à rigoler, à danser, et toujours et encore à chanceler sur le même tempo. Il y a quand même une dissonance dans cette joyeuse mélodie. Lorsqu'il rencontre Amy, Blake a déjà une petite amie. Et bien qu'Amy ait conscience depuis le début qu'elle n'est que sa maîtresse, elle a du mal à se faire à la situation, à mesure que son attachement à Blake croît. Leur consommation excessive d'alcool ne les aide pas à avoir des échanges constructifs. Dès que l'ivresse passe le pas de la porte, les langues s'emballent, le ton monte. Et Amy reproche à Blake de ne pas savoir faire de choix. Lorsque Blake rompt finalement avec sa copine au bout de quelques semaines, les choses ne s'arrangent pas. L'excès et les conflits sont toujours là, mais Amy reste. Dans son livre « Amy, ma fille », Mitch Winehouse écrit « Pour Amy, qui ne faisait jamais rien à moitié, Blake est devenu une véritable obsession. » Malheureusement, l'obsession d'Amy pour Blake n'a pas remplacé son addiction croissante à l'alcool. Amy n'a jamais réussi à gérer son trac. Dès l'adolescence, les problèmes d'estime de soi ont pointé le bout de leur nez. Comme le raconte son père dans son manuscrit. Comme certains artistes, elle avait parfois besoin d'un petit remontant avant un concert. Très vite, il se rend compte qu'on ne parle plus d'un petit remontant, mais bien d'un problème d'alcoolémie. Il témoigne, toujours dans son livre. Au cours de l'été 2004, alors qu'Amy commençait à goûter au succès, son accoutumance à l'alcool a commencé à m'inquiéter. Sa vie semblait tourner autour de la boisson, mais je ne connaissais pas exactement l'ampleur du phénomène. Un jour, elle avait tellement bu qu'elle s'est cognée la tête en tombant et a fini à l'hôpital. Autant vous dire que sa rencontre avec Blake en 2005, jeune homme au même démon, n'a pas arrangé les choses. Du tout. Le duo Amy Winehouse et Blake Filder-Civil ressemble à la rencontre de deux âmes perdues qui enfin se réunissent pour ne plus jamais se sentir isolées. Malheureusement, leur duo se transforme de plus en plus en trio. Les deux partagent leur quotidien avec l'alcool. Ces excès vont-ils continuer ? Ou au contraire, Amy et Blake vont-ils faire équipe pour s'assagir ensemble ? Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. 2005. Amy Winehouse est une star montante de la soul et du R&B. Elle enchaîne les scènes, est de plus en plus à l'aise avec son public. L'année précédente, en février 2004, son premier album Frank a été certifié disque d'or en Angleterre. Amy Winehouse est partout, au festival de Glastonbury, sur le Jazz World Stage, au V-Festival. Et puis, elle est amoureuse. Et comme on dit, l'amour donne des ailes, non ? L'amour a piqué le cœur d'Amy Winehouse et de Blake Filder-Civil. Ils voient la vie sous un autre jour. À deux, ils se sentent plus forts. À deux, ils ne craignent rien. Mais même si l'ambiance semble être à la fête, de nombreux conflits avinés entre les deux amoureux en découlent. Amy Winehouse et Blake Filder-Civil vont-ils arriver à canaliser leurs démons communs pour sortir de ce mode de vie chaotique ? Ou, au contraire, vont-ils continuer à s'entraîner mutuellement dans ce qui pourrait vite devenir une spirale infernale ? Blake Filder-Civil se rend chez Amy pour la première fois quelques semaines après leur rencontre. Tyler James, son ami d'enfance, compositeur et interprète, est aussi présent. Amy est toute excitée de lui présenter enfin l'homme de sa vie. Pour la énième fois, elle lui liste tous ses points forts. Il la fait rire,
l'aide à se détendre, à sortir du rythme intense de travail qui est désormais devenu son quotidien. Tout en dépeignant sa nouvelle relation amoureuse, Amy affiche un immense sourire. Elle est convaincue que les deux vont se plaire au premier mot échangé. Lorsque Blake Fielder Civil passe le pas de la porte, Tyler n'a pas exactement la réaction à laquelle Amy s'attendait. Et bien qu'il se garde de le montrer, il a tout de suite un ressenti peu agréable. Il flaire le danger. Cet homme ne va pas tirer son ami, déjà si fragile, vers le haut. Il en est persuadé. Une boule d'angoisse se forme dans son estomac. Au début, il ne sait pas pourquoi il a cette intuition. C'est peut-être le regard de Blake qui l'interpelle. Ses pupilles dilatées, son air débraillé, son attitude à la fois nonchalante et nerveuse. Dès son arrivée, Blake s'affale sur le canapé du salon et ne semble pas plus intéressé que ça par la rencontre du meilleur ami de sa petite amie. Il allume la télévision. Lorsque Blake lui offre un rail de coke, c'est la cerise sur le gâteau. Cette proposition vient confirmer les craintes de Tyler. Blake n'est définitivement pas bon pour Amy. Plus tard, il confie au père d'Amy qu'il a remarqué un changement chez elle. Mitch Winehouse partage son ressenti dans son manuscrit. Le jour où elle a posé les yeux sur lui, elle est tombée amoureuse et ils ne se sont plus quittés. Il est devenu son centre de gravité, autour duquel tout tournait. Le début d'une dépendance amoureuse ? Heureusement, malgré les sentiments forts qu'Amy porte déjà à Blake et le fait qu'elle se retrouve dans son excès d'alcool, elle ne partage pas son appétence pour les drogues dures, qu'elle appelle aussi les drogues chimiques. La chanteuse a toujours eu un caractère bien tranché. Et si elle s'adonne à certaines addictions comme la boisson ou le cannabis, ça n'est que sa décision. Personne ne l'a influencée ni forcée. Elle ne touche pas à la cocaïne, qui prend pourtant une place importante dans la vie de son nouvel amant. Tyler est rassuré. Pour l'instant, même si Blake ne risque que de renforcer ses tendances à l'ivresse, Amy ne semble pas prête à le suivre dans tous ses travers, malgré l'amour excessif qu'elle lui porte. Dès la première année de leur relation, Amy et Blake enchaînent les disputes. Celles-ci sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Bien plus tard, en juin 2007, la chanteuse avoue au micro du média World Entertainment News Network qu'elle devient parfois physiquement violente avec son époux lorsqu'elle est en état d'ébriété. Elle raconte « Il m'arrive de frapper Blake quand je suis ivre. Je ne pense pas lui avoir déjà infligé des blessures, mais quand même, s'il dit quelque chose qui me déplaît, je lui en colle une. » Blake, lui non plus, n'est pas tout blanc. D'abord, sa consommation de cocaïne et d'héroïne devient de plus en plus problématique pour Amy, qui ne tolère pas leur usage. Seulement quelques mois après le début de leur idylle, Blake trompe Amy avec son ex-copine. Lorsqu'Amy le découvre, c'est l'hécatombe. Elle qui pensait avoir trouvé l'homme de sa vie, celui qui accepterait tout d'elle, l'aimerait dans ses moindres travers, tombe de haut. Pour la première fois, le couple se sépare. Amy perd 10 kilos, passe plus de temps au pub que chez elle. Sans son partenaire de crime, elle se sent comme une coquille vide. Il y a quand même un bon point dans cette histoire. Nous sommes en 2006, à New York. Amy Winehouse est aux côtés de son producteur Mark Ronson dans les studios Chungking et Daptone. La chanteuse est enfin prête à enregistrer son deuxième album. Le producteur est aux anges. Il croit tellement en elle. Elle a tant de talent, tant de choses à vivre, à créer. La chanteuse a de l'énergie à revendre. Ou plutôt une rage qui lui fait écrire des lignes et des lignes. Elle vient de perdre sa grand-mère paternelle et son âme sœur. Elle se dit dans un état de chagrin, de peine et de culpabilité lorsqu'elle revient en 2008
sur cette période de sa vie au micro de la journaliste Claire Hoffman pour le magazine Rolling Stone. Il n'y a qu'à l'entendre enregistrer le titre Back to Black, qui sera aussi le nom du projet. Le ton de la chanteuse est triste à mourir. La chanson a été écrite en à peine 2 heures. Et bien sûr, elle y parle de sa séparation avec Blake Filder-Civil. Dans la chanson, elle témoigne sur des notes blues, faisant référence à leur première rupture, « Je mourus 100 fois ». Le 30 octobre 2006, Amy Winehouse sort son deuxième projet, Back to Black, et casse tous les scores. Son travail est une fois de plus extrêmement bien reçu par le public. Encore aujourd'hui, Back to Black est l'album le plus vendu du XXIe siècle en Grande-Bretagne. Amy assoit sa notoriété internationale. Elle est reconnue par le monde entier comme une artiste d'exception. Mais n'oublions pas que le titre Back to Black n'est pas que signe de succès et de bonheur. Son producteur Mark Ronson, présent à l'enregistrement en 2006 à New York, témoigne de la complexité de la relation qu'elle entretient avec Blake dans le documentaire Amy, sorti l'été 2015. Elle me parlait parfois de Blake et de leur relation orageuse et extrême. Elle se confie en voix off dans le même film. « J'avais ces sentiments et ces mots qui flottaient en moi. Si vous voulez faire une chanson, il faut que vous vous rappeliez comment vous vous sentiez avec lui. Vous devez vous souvenir de l'odeur de son cou, vous souvenir de tout. » Son père raconte aussi dans son livre « Ma fille Amy » « Je savais à quel point ces chansons puisaient dans son expérience, et je n'ai jamais voulu en discuter avec elle, parce que je savais que c'était douloureux. » « 2007. Amy Winehouse est encore au pub. Mais cette fois-ci, c'est un autre homme qu'elle rencontre. Un nouveau chapitre semble s'écrire dans la vie amoureuse d'Amy. Elle rencontre le chanteur britannique Alex Clare au Holey Arms, lieu où elle se rend régulièrement. Comme une personne en fuite, elle se jette dans ses bras, corps et âme, après une soirée passée à ses côtés. Alex Clare semble être un jeune homme bien plus équilibré que Blake. Tout ce dont Amy a besoin dans sa vie. Pendant 1 an de relation, plus de Blake. Enfin, se disent les proches d'Amy. Et si Alex Clare n'était qu'une parenthèse dans la vie intime d'Amy ? Et si Blake revenait, prenait une place encore plus proéminente dans la vie de la chanteuse ? Après tout, une obsession est une obsession. Elle ne disparaît pas comme ça. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Retour en arrière. 2004, après la sortie de Frank. Amy enchaîne les concerts. Son aura n'est plus à prouver. Sa musique plaît à des millions de personnes qui l'acclament dès qu'elle pose un pied sur scène. Elle, qui était si timide à ses débuts, semble de plus en plus à l'aise. Sur scène, elle se met à interagir avec le public. Dès le début de ses shows, elle scande depuis la scène « Les drogues dures, c'est pour les nuls. Les drogues dures, c'est pour les nuls », demandant au public de l'imiter. Amy, engagée contre les drogues ? Mieux, enfin adulte et responsable. Dans son livre « Ma fille Amy », Mitch Winehouse mentionne la version qu'Amy avait contre la drogue
avant de tomber dans la spirale infernale de l'addiction. Il raconte « Elle refusait catégoriquement d'y toucher. Blake Fielder Civil a changé tout ça. » À croire que, malheureusement, Blake est non seulement revenu dans la vie d'Amy, mais qu'il l'a aussi entraîné dans sa toxicomanie. Au début de l'année 2007, le couple se reforme sans que l'on sache vraiment où ni comment. Et le duo ne fait pas semblant. Le 21 mai 2007, Amy Winehouse et Blake Fielder Civil se marient. Amy revit. Elle respire de nouveau. Sans Blake, elle n'était plus grand-chose. Plus grand-chose à part une jeune femme totalement désespérée. Et ce, malgré son attachement à Alex Clare. Inquiet de nouveau, son père écrit dans son livre « Même quand Amy sortait avec Alex Clare, Blake n'était jamais bien loin. Qu'ils soient ensemble ou non, il tenait une place prépondérante dans sa vie. Le fait est qu'Amy aimait Alex sans être amoureuse de lui. Elle était amoureuse de Blake. Apparemment, personne ne peut prendre la place de Blake. Pas même un homme plus équilibré, qui la protège de toutes sortes d'addictions. Toujours est-il que le mariage la ramène à la lumière. L'union d'Amy Winehouse et Blake Fielder Civil est-elle signe de maturité et de stabilité pour le couple ? En tout cas, au début, le père d'Amy, bien que conscient de son amour excessif pour Blake, est convaincu qu'elle ne tombera pas dans la drogue. Il écrit dans son manuscrit « J'étais presque certain à cette époque que le rejet des drogues dures par Amy finirait par déteindre sur Blake. S'il n'arrêtait pas tout seul, elle l'y forcerait. Après tout, ne dit-on pas que l'espoir fait vivre ? » Malheureusement, Amy finit par tomber dans le piège de la drogue dure. Naïfs sont ceux et celles qui croient que le mariage est la solution à tous les problèmes. D'autant plus qu'on est loin d'une cérémonie romantique. Le mariage se déroule sous le soleil de Miami, dans le plus grand des secrets. Pas de photos romantiques, pas de récits magiques, pas même la présence des parents des mariés, pas de garde-fou. Leur absence est compensée par l'abondance d'alcool et de substances en tout genre. Les piqûres et les rails de cocaïne remplacent les discours de famille. Le mariage inscrit encore plus dans le marbre son lien avec Blake et tous ses démons. Amy Winehouse et Blake Fielder Civil sont désormais unis par les liens du mariage et d'une double dépendance à la drogue et à l'amour. Car oui, Amy est affectivement dépendante de Blake. D'après le site de la clinique psychologique Cogicor de Montréal et fondée en 1993 par le psychologue Dennis Hood, la dépendance affective s'exprime dans des relations affectives ou amoureuses excessives dans lesquelles une personne n'existe que par l'autre. En témoignent les proches d'Amy qui l'ont vu peu à peu s'effacer derrière Blake. Sur le même site, on peut aussi lire « Le dépendant affectif peut être dépendant d'une personne qui aurait une autre dépendance, comme les drogues, le jeu ou l'alcool. Et la plupart des personnes aux prises avec une dépendance affective n'ont pas conscience de leurs problèmes de dépendance. Plutôt que de faire de l'introspection sur leurs insatisfactions, elles chercheront en permanence à calmer leurs angoisses. Cela explique donc l'addiction croissante d'Amy aux drogues dures, qu'elle se procure pour se soulager des émotions trop intenses ressenties lors des nombreux conflits qu'elle rencontre avec Blake. C'est comme si, à mesure que la dépendance à son compagnon augmente, sa dépendance aux substances suivait la même courbe de progression. Amy ne semble pas s'en rendre compte, ni s'en inquiéter. Elle ne voit pas qu'elle se fait de plus en plus petite. Elle ne voit pas que sa santé se détériore. Elle ne voit que Blake, son regard clair et malicieux. Dans une lettre qu'elle lui écrira 1 an plus tard, on peut lire « Je pense constamment à toi, à chaque inspiration, à chaque battement de cœur. » Le problème, c'est que les battements de cœur d'Amy sont de plus en plus menacés.
Le soir du lundi 6 août 2007, Amy fait sa première attaque dans son appartement londonien de Jeffreys Place. À ses côtés, Blake. Comme par réflexe, il l'allonge sur le côté. Puis, au lieu d'appeler les secours, il téléphone à sa meilleure amie, Juliette Ashby. C'est cette dernière qui déposera Amy au University College Hospital de Londres, 1 heure après. 1 heure qui aurait pu lui être fatidique. Lorsqu'Amy est enfin entre de bonnes mains, Blake, lui, s'est comme évaporé. Le père de la chanteuse vient lui rendre visite le lendemain. Et il apprend que son mari n'est toujours pas venu la voir. Pas même un coup de fil. Mitch Winehouse est choqué, dégoûté. Mais dès qu'Amy rentre chez elle, quelques heures plus tard, elle ne semble pas lui en vouloir. Elle l'aime. Elle vient de l'épouser. S'il l'a demandé en mariage, c'est qu'il veut son bien. Blake avait sûrement une bonne raison d'être absent lorsqu'elle était à l'hôpital. Et puis, c'est grâce à lui qu'elle est vivante. Il l'a sauvée. L'amour rend aveugle. Ou plutôt, la dépendance affective rend aveugle. À l'insu de son père, Amy contacte Blake dès sa sortie. Comme par magie, Blake est de retour. Et très vite, le crack va circuler de nouveau dans les veines du couple fraîchement marié. Lors d'un dîner au restaurant avec Amy et son père, Blake n'a même aucun scrupule à prendre rendez-vous avec son dealer. Alors, la spirale infernale est de nouveau lancée. Amy et Blake consomment des quantités astronomiques de drogue. Et la chanteuse semble être bien moins résistante que son compagnon. Elle faiblit de jour en jour, maigrissant à vue d'œil. Ses proches craignent chaque jour une nouvelle overdose. Elle doit se faire aider. Plus tard, lorsqu'Amy et Blake partent en désintoxication sur l'île d'Océa, il déclare à son beau-père « J'accompagne Amy sur l'île d'Océa pour son bien. Mais moi, je n'ai aucune intention de décrocher. Ça me plaît d'être toxico. » Laquelle des substances est-elle la plus fatale pour Amy Winehouse ? La drogue ou Blake Fielder civil ? Amy gagne des millions. Son travail et son talent lui rapportent énormément d'argent. Son succès ne cesse de grandir. Elle vit son rêve de petite fille. Malheureusement, son argent n'est pas exactement utilisé à bon escient. Amy Winehouse a de sérieux problèmes d'argent. Et une fois de plus, Blake et la Cam n'y sont pas pour rien. D'abord, on se doute bien que la consommation excessive de drogue du couple leur coûte une petite fortune. Et que c'est celle de la chanteuse qui y passe quotidiennement. Et puis, Blake lui réclame de plus en plus d'argent. Il a toujours une excuse. Pire encore, il l'isole de plus en plus. Son père témoigne dans ses mémoires. « J'avais l'impression que Blake se sentait menacé parce qu'Amy était très proche de notre famille. Il était contrarié quand elle passait du temps avec nous et voulait la garder à distance. J'étais conscient de ce qu'il essayait de faire, même si je ne possédais aucune preuve. Il était trop malin. » Blake est certes malin, mais Amy est surtout très dépendante de lui. Son estime d'elle baisse à la vitesse de l'éclair. Et elle est prête à tout pour se sacrifier. S'assujettir à sa moitié. Les bons moments effacent les crises, les larmes, les disputes. Bien que la drogue ait des mauvais côtés, lorsque les deux sont défoncés, ils sont dans un autre monde, le leur. Un monde qui n'appartient qu'à eux et où plus rien de mal ne peut arriver. Plus rien. Ou presque. Quelques mois seulement après leur mariage, Amy découvre que Blake la trompe de nouveau. Un soir, lors d'une soirée mondaine, son mari s'éclipse des heures durant avec le mannequin Lily Cole. Et le fait qu'Amy pique une colère devant tout le monde n'y change rien. Blake quitte la fête accompagné et Amy se retrouve toute seule. Lorsque Blake réapparaît 3 heures plus tard, Amy, sûrement aidée par la drogue, a tout oublié. Le déni, comme souvent dans les situations de dépendance amoureuse, a repris le dessus. Son père écrit dans son journal «
Quand le verra-t-elle enfin tel qu'il est ? Je suis persuadé que si elle s'éloignait de Blake, nous pourrions régler ses problèmes de drogue. Je ne sais plus quoi faire. Amy est toujours prête à le pardonner. Amy risque sa vie. Amy dilapide son argent. Amy s'isole de ses proches. Amy annule concert sur concert. Amy ne vit désormais plus que pour Blake et les drogues. Un amour à mort. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. 2007. Amy Winehouse et Blake Filder-Civil sont mariés. Sur des photos du couple qui circulent dans les médias, leur proximité physique crève les yeux. Ils se donnent la main, se tiennent par la taille, les épaules, s'embrassent, se regardent avec un air complice, tout sourire. Amy et Blake semblent être aux anges. Leur amour est comme une drogue. L'un sans l'autre, ils sont désespérés. Or, une drogue consume. Et la situation est loin d'être idéale. D'abord, les photos ne montrent pas qu'un couple heureux et épanoui. Trop souvent, Amy et Blake sont photographiés cernés, le teint gris, alcoolisés et drogués. Et trop souvent, les disputes éclatent. Sans scrupule, les médias s'emparent de ces moments violents. Dans son livre, Mitch Winehouse témoigne à propos d'une certaine dispute qui aurait éclaté en 2007, quelques semaines après l'échange des vœux de Blake et Amy. Alors que le couple dîne avec Mitch, les deux mariés rentrent à leur hôtel, le Sanderson, à quelques minutes de marche d'Oxford Street, vers 21h30. Puis, autour de 3h30 du matin, une violente dispute éclate entre eux. Le père d'Amy l'apprend le lendemain, en lisant le Daily Mail, dont le gros titre du jour est le suivant. Amy Winehouse, en sang et couverte de bleu, aux côtés de son mari. Pour illustrer la nouvelle, des photos montrant Amy couverte de coupures sur le visage, les jambes et les pieds témoignent d'une inquiétante brutalité. Les images ont été capturées par les paparazzi au moment où Amy fuyait l'hôtel. Et une fois de plus, malgré la violence apparente de la situation, Amy retourne dans les bras de Blake, seulement quelques heures après. La situation entre Amy et Blake est de plus en plus alarmante. L'acharnement des médias n'aide en rien. Amy enchaîne les overdoses et, cerise sur le gâteau, Blake se fait arrêter plusieurs fois, notamment pour coups et blessures volontaires, avant de finir derrière les barreaux. Quelle sera l'issue de cet enfer ? Malgré la complexité de la situation, le père d'Amy finit par être rassuré lorsqu'en novembre 2007, Blake comparaît devant le tribunal pour y être jugé. Amy est inquiète pour ses prochains concerts. Son père est là pour la rassurer. Il écrit « La meilleure chose qui pouvait arriver à Amy, c'était qu'il aille en prison. C'était le seul moyen pour qu'ils restent à l'écart l'un de l'autre, mais aussi pour qu'elle comprenne que c'était un sale type. Une fois Blake en prison, nous pourrions aider Amy. » Et non. Une fois de plus, les proches d'Amy tombent de haut. Alors que Blake est en prison, en attendant le verdict du procès, Amy annule certaines dates. Mais pas l'Arena de Birmingham, le jeudi 16 novembre 2007. La veille, elle rend visite à son compagnon à la prison d'Edmund Hill. Elle rentre d'une humeur maussade. Le lendemain, elle boit pour compenser son immense tristesse. Une fois sur la scène de l'Arena, son ivresse ne peut être ignorée. Le public, furieux, la hue. Amy, au lieu de quitter la scène, s'écrie au micro « C'est vous qui êtes nuls d'être venus à ce concert. Et puis attendez de voir quand mon mari va sortir de prison. Je blague pas. » Quoi que fasse Blake, Amy ne le lâche pas. Au lieu de le tenir comme coupable, elle plaint son pauvre Blake, condamné à 27 mois de prison le 21 juillet 2008.
Enchaînant les bouteilles, elle pleure son sort et oublie de se rendre à ses rendez-vous médicaux, alors que sa santé se dégrade de jour en jour. Lorsqu'il lui demande de payer ses frais de justice, Amy accepte, bien qu'elle n'en ait plus les moyens. Et lorsque son père tente de la raisonner, elle répond de manière tout à fait contradictoire. « Je sais papa, je sais qu'il me manipule, mais j'aime bien ça d'une certaine façon. Mais il faut que ça s'arrête, c'est sûr. » En novembre 2008, Blake sort de prison. Interviewé par l'ancien tabloïd News of the World peu de temps après, et contre toute attente, il confie aux journalistes. « J'ai entraîné Amy dans la spirale de la drogue et sans moi, il est certain qu'elle n'aurait jamais fait ça. J'ai gâché quelque chose de magnifique. J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en prenant de l'héroïne devant elle. C'est à cause de moi qu'elle a commencé à consommer de l'héroïne et du crack et qu'elle s'est fait du mal. Je me sens vraiment coupable. » Incroyable mais vrai. Il dépasse les espérances de Mitch Winehouse. Mitch croit enfin à un avenir meilleur pour la prunelle de ses yeux. Peut-être qu'en entendant ces mots, Amy comprendra que le fond du problème n'est pas la drogue, mais Blake. Sauf que les mots ne font pas tout. Surtout lorsqu'ils sont prononcés trop tard. Blake et Amy, que l'on surnomme désormais Wino, en référence à sa consommation excessive de vin, continuent de se voir. Jusqu'à ce que Blake découvre qu'Amy le trompe. Pire encore, selon la rumeur, elle aurait détaillé ses ébats avec un certain rugbyman, déclarant « Josh est un meilleur coup que Blake ». En janvier 2009, Blake demande le divorce et la moitié de la fortune de la chanteuse. On dirait bien que ses remords ne sont déjà qu'un lointain souvenir. Il justifie sa demande en annonçant que s'il la quitte pour de bon, c'est qu'il ne supporte plus de voir sa femme au bras d'autres hommes, dont notamment le réalisateur Reg Travis, avec qui elle entame une liaison dès 2008. Bien que tout cela soit un immense soulagement pour les proches de la chanteuse, celle-ci sombre encore plus dans l'excès. Ses apparitions sur scène se font de plus en plus rares. Sa consommation d'alcool, toujours aussi quotidienne. Amy risque sa vie. En même temps, elle semble parfois prête à aller de l'avant. En 2008, Amy parvient à arrêter l'usage de la drogue. Puis, il arrive à Amy de refuser qu'on lui serve de l'alcool. Toujours dans son manuscrit, Mitch Winehouse témoigne. Un soir de l'année 2011, Amy a demandé au serveur « Ne me servez pas d'alcool sous aucun prétexte ». Il continue. « Ce soir-là, j'ai noté dans mon journal « Je suis très fière d'Amy. C'est très encourageant ». Après la demande de divorce, elle décide d'effacer le nom de Blake de sa poitrine. Quand elle officialise sa relation avec Reg, son père écrit « La présence de Reg lui a permis d'envisager l'avenir de façon plus lucide. Elle a décidé de ne pas remonter sur scène tant qu'elle n'aurait pas réglé son problème de trac et de se consacrer à son prochain album. » Dans son journal intime, il écrit le 31 décembre 2010 « Globalement, l'année 2010 a été bien meilleure que 2009. Beaucoup de bonnes choses nous attendent en 2011. » Malheureusement, le mal-être d'Amy lui colle à la peau. Elle continue de multiplier les séjours en désintoxication. En vain. Le samedi 23 juillet 2011, Amy Winehouse décède tragiquement à seulement 27 ans. Elle est retrouvée morte dans son appartement londonien, après avoir ingéré une ultime fois une trop grande quantité d'alcool. Son corps ne supporte plus tout ce qu'on lui a infligé. Il porte toujours tragiquement le nom de Blake au niveau de la poitrine. Amy n'a pas eu le temps de l'effacer. 3 jours après, le 26 juillet, la jeune femme est incinérée au Golders Green Crematorium à Londres. Dans son discours d'adieu à sa fille, son père lit lors de la cérémonie
Amy avait trouvé l'amour avec Greg, qui l'avait aidé à résoudre de nombreux problèmes. Ensemble, ils avaient des projets. Cela faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vue si heureuse. Vraiment heureuse. Il y a 3 ans, elle a surmonté sa dépendance à la drogue. Elle essayait depuis d'en faire de même avec l'alcool. Ces 3 dernières semaines, elle n'avait rien bu. Blake, lui, n'est pas là. En 2018, après avoir fait profil bas depuis le décès d'Amy, il se confie au micro du journaliste Piers Morgan pour Good Morning Britain. On m'a attribué la consommation de drogue pendant des années. Mais Amy et moi avons consommé de la drogue pendant peut-être 6 mois quand nous étions mariés. Et c'est tout. Avant ça, Amy n'en prenait pas. Elle fumait du cannabis. Et j'avais pris de l'héroïne 4 ou 5 fois. Difficile de croire de telles paroles, avec une fin si tragique. Difficile de ne pas faire le lien entre l'addiction d'Amy pour les substances en tout genre et sa dépendance à Blake Filder-Civil. L'amour dépasse-t-il tout, même la mort ? En tout cas, c'est ce que concède Sarah Aspin, l'actuelle femme de Blake, lorsqu'elle affirme « Blake est le père de mon fils, mais je sais à quel point lui et Amy étaient 2 âmes sœurs. » Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. Cette saison a été écrite par Anaïs Koopman, racontée par Lucrèce Sassella et François Marion, et réalisée par Amaury Breton. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.